Ce qui signifie que d'autres grandes puissances et modèles politiques et culturels émergent, non pas comme un détail, mais comme quelque chose qui se trouve juste devant nous. Et notre seule attitude consiste à vouloir les défier, les vaincre, les battre et les effacer. Oui, c'est puéril, c'est complètement puéril. Bonjour à tous. Ici Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je m'entretiens avec la Dr Caroline Galacteros. La Dr Galacteros est une ancienne colonelle de réserve française et géostratège qui a enseigné la stratégie et l'éthique à l'école de guerre à Paris. Elle dirige actuellement sa propre chaîne YouTube en français, intitulée Paix et guerre, c'est-à-dire guerre et paix en anglais. Madame Galacteros, Caroline, bienvenue. Madame Galacteros, Caroline, welcome. Merci. Merci de m'avoir invité. Oui, c'est paix et guerre, pas guerre et paix. Oui. La paix et la guerre, parce que la paix doit toujours passer en premier. Oui, pour moi, à mon avis. Non, absolument. Vous avez tout à fait raison. Et c'est justement ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Mais avant d'aborder les grandes questions et la politique mondiale, permettez-moi de vous demander un peu, puisque vous êtes à Paris, comment se porte le système politique français en ce moment, maintenant que vous venez de vous séparer d'un autre Premier ministre et qu'un nouveau vient d'entrer en fonction? Quelle est la situation actuellement? Oui, je dois malheureusement dire que nous sommes vraiment dans une impasse, comme on dirait en anglais, parce que la situation politique est complètement bloquée, vous savez, et notre président, il n'y a pas de gouvernement, n'est-ce pas? Donc ça va arriver, ça va apparaître, mais en réalité, rien ne se passe. Et comme vous le savez peut-être, la situation économique n'est pas très brillante non plus, sans parler de nos positions sur la scène internationale, surtout en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Le Moyen-Orient, c'est un peu différent. Je dois dire que je suis d'accord avec la prochaine déclaration du président Macron sur la reconnaissance de l'État de Palestine, même s'il fait cela certainement pas pour les bonnes raisons, mais pour des raisons politiques internes. Mais au moins, il était temps. Il était temps de le faire. Mais pour tout le reste, c'est moins encourageant. Alors, qu'est-ce qui a réellement conduit à l'impasse politique? Pourquoi les premiers ministres sont-ils contraints de démissionner à répétition? Et peut-être pourriez-vous aussi expliquer, dans ce cas, quels sont les pouvoirs du président? Est-il facile de nommer un nouveau Premier ministre à chaque fois? Quel est le rôle du Parlement dans ce contexte? Vous savez, la Cinquième République en France est un régime très particulier, une forme très spéciale de république. Dans cette configuration, sous cette forme, dans ce régime, le pouvoir revient avant tout au président. Et bien sûr, surtout en matière de relations étrangères et de défense également. Il a donc le pouvoir de faire pratiquement ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'il n'a aucune majorité, car il a tout brisé en 2017, lorsqu'il est arrivé au pouvoir pour la première fois. Il a mis en pièces tout le paysage politique français. Et maintenant, il y a tous ces partis. L'ancienne gauche, l'ancienne droite, l'extrême gauche. Donc tout le monde a des ambitions, évidemment. Ils ne veulent pas s'unir pour être plus forts ensemble, sauf à gauche. Sauf à gauche. Mélenchon. Mélenchon, plus les socialistes, plus les communistes, plus. Mais à droite, c'est complètement, vous savez, divisé. Et donc pour lui, c'est facile, parce qu'il peut toujours jouer les uns contre les autres. Et il peut changer les personnes parce que les personnes n'ont pas d'importance. Ça n'a pas d'importance dans l'équilibre des pouvoirs en France. Vous savez, le Premier ministre n'est pas si important. Le Premier ministre,
applique la politique que le président lui demande d'appliquer. Et normalement, il a un Parlement qui lui permet de le faire. Mais dans ce cas, il y a une contradiction parce que le Parlement est complètement fragmenté. Donc, oui, c'est pour ça. Et probablement aussi, je dois dire, c'est terrible de dire ça, mais je dois dire que c'est plus facile pour Emmanuel Macron d'avoir ce genre de présence parce que rien n'évolue. Il n'a finalement rien à faire. Et c'est pour ça qu'il se tourne vers les affaires étrangères, vers le grand monde, si je puis dire. Oui, parce que là, il peut être ce qu'il veut être. Je veux dire, il ne peut pas se représenter, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est son dernier mandat en France. Donc, il doit déjà avoir les yeux tournés vers le prochain poste, qui doit sûrement être dans une institution internationale. Et d'une certaine manière, dans la situation actuelle, où tout est bloqué, puisque l'opposition est divisée, il n'a pas vraiment à se soucier d'une révolte interne au sein du Parlement. Même si le Parlement peut se révolter contre le Premier ministre, et il le fait, il ne peut pas vraiment lui nuire. Et il n'attend rien de particulier du Parlement en ce moment. C'est bien ça, non? Exactement. Je pense que vous avez parfaitement compris. Mais cela signifie que la France est dans l'impasse. Rien ne changera fondamentalement en interne pour l'instant. Et M. Macron va se retrouver sur la scène internationale en laissant la France derrière lui. D'une certaine manière, c'est justement ce qui inquiète tant toutes les personnes qui se soucient du pays, ce qui est mon cas, bien sûr, et pas seulement sur la scène internationale. Mais oui, que puis-je faire? Que puis-je faire? Alors, peut-être regardons un peu maintenant au niveau international et comment vous évaluez le rôle d'Emmanuel Macron et de la France dans la guerre en Ukraine. Je sais que nous faisons tous les deux partie du même groupe d'observateurs critiques, mais comment la France a-t-elle interagi avec l'Ukraine? Et peut-être aussi, si vous remontez un peu plus loin que 2022, il y a eu une évolution également. Nous nous souvenons tous que ce sont Hollande et Merkel qui, en 2008, n'étaient en fait pas favorables à la promesse d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais que tous deux ont laissé faire. Peut-être pouvez-vous en dire un mot? Oui, c'est exact. Il y a eu une évolution. Il fut un temps, probablement vers 2000. Oui, je pense que le changement de position de la France sur la scène internationale a commencé avec Nicolas Sarkozy. Oui, Sarkozy, pas Hollande. Oui, Sarkozy. Donc c'est autour de 2007 ou 2008. Ensuite, les choses ont commencé à bouger, à changer. Et ce changement s'est fait en direction de l'Amérique, vers un alignement total sur les ordres américains et les maîtres américains. En effet, c'est terrible à dire, mais c'est la vérité. À partir de là, nous avons commencé à refuser à décliner la possibilité que nous avions en tant que puissance atomique, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avions la capacité d'imaginer notre propre politique étrangère, au moins un peu, nous l'avons fait concernant la guerre en Irak en 2003. Nous étions encore capables de poser une question simple, où est notre intérêt national à faire cela, à suivre cette voie, à choisir cette politique plutôt qu'une autre? En 2007 et 2008, lorsque M. Sarkozy est arrivé au pouvoir, c'était terminé. Il a complètement aligné le pays sur la politique américaine, les desiderata américains et bien sûr la volonté britannique. Et puis vous savez, il était trop tard car les événements ont pris une autre tournure. Et bien sûr, du point de vue russe, l'attitude du président de la Russie a également évolué. Il y a eu la guerre en Géorgie. Il y avait eu la première tentative de changement de régime en Ukraine en 2003-2004 avec la soi-disant révolution orange.
Et ensuite, il y a eu la guerre en Libye, la guerre en Syrie, tout cela qui pour moi marque le véritable début du durcissement de l'Empire. Mm. Vous savez, nous n'étions que des intermédiaires pour cela, surtout en Libye, mais aussi en Syrie. Et puis, concernant le front de l'Est, le cas ukrainien, nous avons simplement dû renoncer, oublier que nous pouvions prendre nos propres décisions et simplement suivre les autres. Et les autres, c'était très simple. Pousser, 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 reconstruire les forces ukrainiennes. Et après le coup de Maïdan, et après le début de la guerre civile en Ukraine, entre les séparatistes, les russophones et les nationalistes ukrainiens, il s'agissait simplement de s'aligner sur l'OTAN, de s'aligner sur ce que voulait l'Amérique. Et l'Amérique voulait l'Ukraine dans l'OTAN, c'est tout, juste pour être à la frontière de la Russie, juste pour menacer davantage, pour prendre l'avantage. Oui. Encore une fois, la France était autrefois le pays qui apportait un certain contrepoids. Et vous savez, c'est le seul pays qui ait jamais, en gros, suspendu son appartenance à l'OTAN. Enfin, pas complètement, mais c'est celui qui a dit « on se retire un moment ». Mais cela remonte à longtemps. Et désolé, M. Sarkozy, en 2008, n'était pas favorable à la promesse d'adhésion à l'OTAN lors du sommet de Bucarest, mais ils ont fini par céder. Et M. Hollande et Mme Merkel travaillaient également sur les accords de Minsk. Et aujourd'hui, tous deux ont déclaré qu'ils voulaient simplement gagner du temps. Mais je ne les crois pas entièrement. Je pense qu'ils s'en sont aussi servis comme moyen de dire « Regardez, nous voulons être en bon terme avec tout le monde ». Je le lis aussi comme une excuse, car à l'époque, les accords de Minsk étaient bien conçus et constituaient une voie pragmatique. S'ils avaient été respectés, ils ne l'ont jamais été. Alors, quelle est votre évaluation de cette période politique des accords de Minsk, dans laquelle la France a joué un rôle central dans la construction de cette structure? Et nous savons que les Russes le voulaient, n'est-ce pas? Oui, mais la France était, à mon avis, déjà instrumentale. La France n'était qu'un outil. La France était un grand pays, d'accord, ou un pays de taille moyenne, comme vous voulez, mais elle a mis sa crédibilité dans la plaisanterie, comment puis-je dire cela, en anglais, dans la mascarade. Oui, d'accord. Donc, comme Minsk était une mascarade, bien sûr, parce qu'en même temps, nous formions les forces ukrainiennes dans l'OTAN, vous savez, tous les membres de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN, l'armée ukrainienne n'est pas simplement tombée du ciel, sortie de nulle part, à partir de rien. Non, nous l'avons construite. Nous l'avons construite. Nous, la France, nous, l'Amérique, bien sûr, les Britanniques, les Polonais, tout le monde, pendant des années dans les structures de l'OTAN. Donc le mouvement a vraiment été conçu pendant les mêmes années où nous négocions et essayions de mettre en œuvre officiellement les accords de Minsk, ce qui n'a pas été le cas. Même le suivi n'était pas possible. Pensez-vous cela, ou l'avez-vous pensé, d'après vos discussions également avec vos collègues dans la sécurité, enfin le cloud, la partie sécurité en France, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est un groupe de personnes et vous discutez. Dans quelle mesure cela était-il compris à l'époque? Que ce genre de politique pourrait mener à la guerre à terme? Et dans quelle mesure est-ce vraiment, en réalité, combien de personnes en France croient réellement que la Russie est cet ennemi mortel sur le point de marcher sur Paris? Et combien savent que c'est cette poussée de l'OTAN vers l'Est qui rend ce genre de guerre désormais inévitable? Je pense que dans le domaine militaire, oui, dans le militaire, globalement parlant, toute personne avec un peu de bon sens, un minimum de culture politique et historique, et bien sûr un peu d'expérience, au moins depuis la fin de la guerre froide, peut comprendre que la Russie n'était pas un ennemi, ne voulait pas, car c'est là la grande erreur. Mais c'est pas une erreur, c'est un mensonge.
C'est un mensonge occidental de dire, depuis le début, et maintenant ça commence à être utile du point de vue occidental, depuis le début de ce conflit, on dit que la Russie veut la totalité de l'Ukraine, que la Russie veut s'emparer de l'Ukraine, de tout le territoire, de toute la terre, et ensuite que la Russie menace l'Europe, et que la Russie est capable, bien sûr, de marcher sur l'Europe jusqu'à nos capitales. Donc, c'est complètement, désolé, mais c'est complètement des conneries, je dirais, et des mensonges, certainement. Et nous nous sommes convaincus de cela pendant des années, ce qui nous permet maintenant, alors qu'il est évident que nous avons perdu notre élan, nous avons perdu cette guerre. Militairement, il n'y a rien à gagner d'un point de vue militaire pour les pays occidentaux en Ukraine. Donc la guerre est perdue. Et maintenant, nous pouvons dire, ah, regardez, la Russie voulait la totalité de ce pays, de l'Ukraine, et elle va s'arrêter. Nous avons arrêté la Russie grâce à notre pression, à notre détermination, à notre volonté, à notre force commune et blablabla, blablabla. Nous les avons arrêtés à la fin des 4 oblasts. Zaporizhia, Kherson, Luhansk, Donetsk. Donc ils ne conserveront que 20, 22, 25% maximum du territoire ukrainien. Donc c'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Non, c'est une défaite totale par rapport à ce que nous avions en tête. Bien sûr. Mais nous devons le vendre. Nous devons le vendre à notre peuple, oui. Et je suis assez sûre que Vladimir Poutine a compris tout cela depuis longtemps et qu'il serait même prêt à suivre ce récit, à nous accorder cette fausse victoire. Je veux dire, ce qu'il faut comprendre à propos des Russes, c'est que si quelque chose se produit, ou s'ils peuvent provoquer quelque chose qui les aide à obtenir ce qu'ils veulent, ils iront dans ce sens. C'est pour cela qu'il est content d'aller parler à Donald Trump. Pas parce qu'il est réhabilité, pas parce qu'il est de retour sur la scène internationale, non, mais parce qu'il pense que c'est une voie à suivre pour atteindre un objectif politique. Donc, s'il est convaincu que donner aux Européens ce récit stupide peut aider d'une manière ou d'une autre, alors oui, je veux dire, les Russes ont depuis longtemps renoncé à essayer d'impressionner les Européens. Je pense vraiment que nous sommes une cause perdue. Je veux dire, oui, c'est vrai. Je serais plus prudent en disant que ce n'est pas l'un ou l'autre. Parce que pour Vladimir Poutine, depuis le début, depuis maintenant 25 ans, il est très important d'avoir cette négociation, ce lien, ce niveau de relation avec les États-Unis. Bien sûr, pas avec les Européens, mais avec les États-Unis. C'est le bon niveau pour lui. oui. Alors il sait que l'Europe ne compte pas, que l'Europe suit, que l'Europe est vassalisée, que l'Europe n'est finalement qu'un outil. L'Europe est sous contrôle. Cela doit être assez clair. Les Américains peuvent aider à mettre fin à la guerre. Les Européens, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est faire obstacle. Mais si les États-Unis décidaient que cela doit se terminer, alors cela se terminerait. La question est, comment en arriver là? Mais c'est vraiment triste. Je veux dire, l'Europe a fait beaucoup de mauvaises choses au fil des ans, mais l'une des choses que nous pourrions faire, c'est aider le processus. Et nous ne le faisons pas. Nous faisons le contraire, n'est-ce pas? Collectivement, y compris les Suisses. C'est complètement stupide, complètement insensé et vraiment très triste, bien sûr. Et vous savez, de notre point de vue, pour intervenir sur ces questions, pour peser sur la scène internationale, l'Europe devrait faire exactement le contraire. L'Europe devrait encourager la paix, l'Europe devrait se placer au centre, mais pour le meilleur, pour aider. Et lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir et a eu cette première période très courte, malheureusement, où il voulait faire quelque chose, voulait renouer le dialogue diplomatique avec Poutine,
Nous aurions simplement dû le soutenir. Oui, Et disons, d'accord, et surtout la France, parce que vous savez, historiquement parlant, la France a, je dirais, ce que nous appelons en France une vocation. Nous sommes censés être une puissance d'équilibre, une puissance non alignée. Et la meilleure partie de notre histoire, la meilleure période de notre histoire en termes de crédibilité, d'influence et de puissance, c'est quand nous avons eu le courage de défendre notre propre point de vue et de dire « Non, nous pensons que nous devons aider, nous devons faire le pont, nous devons être un pont, pas un mur. » Et dans ce cas, dans la guerre en Ukraine actuellement et depuis quelques années déjà, nous faisons simplement, vous savez, nous suivions comme des enfants l'administration Biden et maintenant nous suivons ce qu'il reste de l'administration Biden ou de l'administration Trump. Donc c'est la même vague, la vague néoconservatrice, la vague de l'État profond, tous ces intérêts qui ne s'intéressent pas du tout à la paix, mais à la guerre, parce que cela rapporte de l'argent. donc, l'une des explications que nous devons comprendre pour savoir pourquoi l'Europe suit de manière aussi aveugle vient de collègues qui étudient ces réseaux transcontinentaux, vous savez, les think tanks, mais aussi les écoles et les bourses. Et M. Macron est un excellent exemple de quelqu'un qui a grandi dans un réseau transatlantique, également dans le réseau des affaires, tout comme M. Mers et BlackRock, etc. Il y a différents niveaux à cela. Ainsi, les intérêts de ces élites politiques, sont déconnectés des intérêts de ce dont le reste du continent a plus ou moins besoin, surtout les gens qui vivent ici et qui ne peuvent pas simplement s'échapper soudainement à New York, n'est-ce pas? Avez-vous vous-même d'autres explications quant à la raison pour laquelle cette position intermédiaire, cette idée d'autonomie stratégique, dont M. Macron parlait d'ailleurs autrefois, est aujourd'hui si mal perçue en Europe? Être au centre, comme la neutralité suisse ou la neutralité ukrainienne, est constamment considéré comme « vous ne pouvez rien faire », alors qu'en réalité, cela vous aide à préserver votre propre paix, n'est-ce pas? Pourquoi en Europe avons-nous désormais une si mauvaise opinion du fait de défendre sa propre position? Vous savez, la notion de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique européenne, tout ça, ce sont de grands mensonges. D'accord? Donc on met ça en avant, les élites politiques mettent ça en avant parce que ça nous rend un peu plus sexy, je dirais plus glamour, mais personne n'est dupe. Et surtout maintenant, parce que nous venons de conclure un accord, Ursula von der Leyen vient de conclure un accord pour l'Union européenne avec les États-Unis concernant les liens économiques et les tarifs, ce qui est absolument terrible pour l'économie européenne, mais aussi promettre des milliards pour acheter quoi? Pour acheter des armements américains afin d'aider l'Ukraine. Donc la réalité, c'est que nous sommes complètement perdus dans cette guerre. Mais nous continuons à soulever la question d'être quelque chose d'autonome et de puissant en tant qu'Européens. Trump a dit « Ok, vous voulez être autonome? Très bien. Prenez le bébé ukrainien. Occupez-vous-en. Mais avec mes armements, s'il vous plaît. Sinon, vous ne participerez à rien. Donc c'est 100 milliards, 200 milliards ou tout ce dont j'ai besoin. Vous achèterez mes armements via l'OTAN. Vous les donnerez. Si vous voulez vous battre, vous pouvez vous battre, mais je ne mettrai pas une seule botte au sol. Je vous ferai juste de gros câlins avant de vous laisser sur le terrain face à la Russie. Et en même temps, il essaie de défendre les intérêts américains en concluant de gros accords dans le secteur de l'énergie avec la Russie, car cela aussi est sur la table. Mais pas pour les Européens, bien sûr. Les Européens ont été coupés de leur approvisionnement en énergie bon marché venant de Russie à cause, bien sûr, de l'histoire du Nord Stream.
Et maintenant, nous allons payer, je ne sais pas, 3 ou 4 fois le prix précédent. Pourquoi? Non pas pour être autonome, mais pour changer notre dépendance de la Russie à une dépendance envers les États-Unis. Voilà tout. Ainsi, ils nous reprennent sous un contrôle très très strict et rapproché, contrôle politique, stratégique, énergétique et économique. Et nous sommes contents, mais il nous faut une excuse. Alors nous disons, nous devons être forts, nous devons être autonomes, nous devons faire cela. Et eux disent, d'accord, mais avec nos armes. S'il vous plaît, d'accord? Alors achetez un F-35 pour des tonnes d'argent et sans réelle qualité à mon avis, mais oui, c'est un jeu d'intrigue, oui, on ne peut pas gagner, c'est du semblant, oui. Make believe, yeah. Oui, mais c'est intéressant qu'ils aient laissé cela se produire, tu sais. Et oui, beaucoup de choses se sont passées au cours des 30 dernières années. Mais encore une fois, j'ai du mal à comprendre qu'en 1975, ce sont en fait les Européens qui ont poussé très fort pour Helsinki. Les Européens ont essayé, des deux côtés du rideau de fer, de pousser les Soviétiques et les Américains à trouver un accord d'une manière ou d'une autre. Et en 1975, les accords d'Helsinki ont été une immense réussite pour la paix et la stabilité en Europe. Bien sûr, rien n'était aussi parfait qu'il n'y paraissait, mais c'était un processus très important. Et les Européens ont également poussé dans ce sens. Et tout cela a complètement disparu. C'est radicalement fini. Je n'arrive vraiment pas à trouver un moment dans l'histoire où les Européens étaient aussi dépendants de puissances étrangères. Peut-être à l'exception du sommet de la Seconde Guerre mondiale, en ce qui concerne ce qui se passe en Europe. Et ils n'arrivaient même pas à gérer un tant soit peu leurs propres affaires. Je me demande simplement comment nous pouvons le mieux comprendre cette impasse dans laquelle nous avons plongé l'Europe. Vraiment, nous sommes dos au mur. C'est à cause de l'idéologie, parce que nous ne voulons pas évaluer la situation de manière réaliste et pragmatique. Alors, de quoi s'agit-il vraiment cette idéologie? Quelle est l'idéologie européenne? Est-ce le transatlantisme? Est-ce le mondialisme? Comment l'appeliez-vous? C'est le globalisme, certainement. C'est le globalisme, certainement. Donc, le niveau étatique n'a plus d'importance, sauf bien sûr pour les États-Unis. Mais au niveau européen, vous savez, en France, tout le monde dit « Oh, mais la France est trop petite. Sans l'Europe, la France n'est rien. La France peut rien faire. » Donc, vous voyez, on entend ce refrain, ce jingle tous les jours. Nous ne pouvons rien faire, sauf au niveau européen, façonner, formater, ce qui est une excellente excuse pour les politiciens, parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. Et ils ne veulent pas décider, parce que décider, c'est dangereux. Vous savez, on peut devenir impopulaire. Donc maintenant, la grande excuse, c'est l'Europe veut, l'Europe a besoin, l'Europe est le bon niveau, l'Europe est là. D'accord. Donc en France, on appelle ça la défausse européenne. J'appelle ça la défausse européenne. Donc les politiciens sont contents de ça, avec Madame von der Leyen, parce qu'au fond, ils ne veulent pas prendre de décision. Ils ne sont plus courageux. Oui, mais au niveau de l'humeur, on ne peut pas non plus prendre. Donc pouvons avoir Nemeth. Vous ne faites que faire fonctionner la grande machine. Vous essayez simplement de dire « Nous sommes beaucoup plus puissants lorsque nous sommes plus nombreux. » Alors, s'il vous plaît, élargissons encore davantage l'Union européenne, ce qui, pour moi, est une contradiction dans les termes. Plus vous en avez, moins vous êtes puissant lorsque vous vous adressez aux États. Nous vivons donc dans ce fantasme, cette illusion. Nous diluons les États, nous diluons les peuples. On ne parle plus de peuple, on parle de population. On ne parle plus de territoire national, on parle des territoires, oui.
Donc l'idée, même l'idée elle-même, d'un pays avec une souveraineté, avec une idée de lui-même, avec une idée de ses intérêts nationaux, qui peuvent bien sûr être alignés avec les orientations européennes, mais pas toujours, pas surtout. Vous n'êtes pas obligé, c'est comme un mariage, vous n'êtes pas obligé de tout fusionner, vous voyez. Se livrer complètement, c'est rester un individu à la fin de la journée, même si l'on fait partie du groupe. Exactement, donc nous n'avons plus cela, nous nous abandonnons. Mais, je veux dire, n'est-ce pas, au bout du compte, même si c'est triste et que cela affaiblit l'Europe en ce moment, d'une certaine manière perverse, en réalité une opportunité dont certaines élites bureaucratiques en Europe peuvent se servir pour accroître leur pouvoir, n'est-ce pas? Et on voit cette prise de pouvoir en permanence. On a vu lorsque la guerre en Ukraine a éclaté en 2022, l'élargissement du conflit, puis Ursula von der Leyen qui déclare simplement « À partir de maintenant, l'espace aérien européen est fermé à l'aviation russe. » Pardon? Excusez-moi? Depuis quand l'Union européenne est-elle responsable de l'espace aérien des États membres? Ce n'est pas leur truc. Mais elle vient de l'annoncer, et les autres ont suivi. On le voit maintenant, avec la question des sanctions, où le centre continue de l'imposer à tout le monde. Et on le voit avec de nombreux petits exemples, où il y a une prise de pouvoir de Bruxelles. Et dans ce sens, affaiblir les États individuels, même si cela rend l'Europe faible pour l'instant, certains y voient probablement une opportunité de construire un centre plus fort, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, car il y a cette idée que le fédéralisme est l'aboutissement naturel pour l'Europe. Nous devrions devenir les États-Unis d'Europe. Churchill l'a déjà dit en 1946. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Personnellement, je n'en ai pas envie. Je ne ressens pas la même chose que les autres. Je ne sais pas comment te le dire, Caroline, mais chaque fois que les Européens essayent de créer une entité politique unique, cela finit généralement très mal. Nous avons essayé 3 fois au cours des 200 dernières années, une fois avec Napoléon, et les 2 autres fois, c'était les Allemands, et ce n'était pas une bonne chose. Ça n'a jamais vraiment marché. Absolument. Pas vraiment, non. Si vous regardez les résultats, c'était vraiment pas une bonne chose. Et puis nous avons aussi cette idéologie stupide, qui est le manichéisme, le bien contre le mal, le blanc contre le noir. Donc les gens, même les gens intelligents, même ceux qui dirigent le pays, commencent de plus en plus à penser comme ça. Ils veulent toujours être du bon côté. Du bon côté. Donc vous construisez l'ennemi, vous diabolisez l'ennemi. Et au final, vous ne voyez plus votre adversaire tel qu'il est, mais vous le voyez comme le mal. Oui. Tout possible, vous pouvez écouter le mal. Oui. Ce qui est étrange, c'est que par le passé, l'Europe avait en fait la puissance militaire pour soutenir ce manichéisme, et vous savez, commettre des choses incroyablement horribles, surtout dans le monde colonisé, n'est-ce pas? Surtout en Afrique, en Amérique du Sud. Je veux dire des choses horribles. Et cela a été possible, parce que la puissance militaire était là. Manichéisme plus puissance militaire. Mais aujourd'hui, nous avons toujours le manichéisme, mais plus la puissance militaire. À quoi cela mène-t-il maintenant? Je veux dire, encore une fois, au sein de la communauté stratégique en France, les gens doivent comprendre que c'est aussi le niveau le plus bas en matière de puissance militaire. Quelle est la discussion dans les cercles parisiens en ce moment?
Il n'y a pas de véritable discussion, sauf parmi les réalistes dont je fais partie. Mais nous sommes peu nombreux, pas tant que ça. Il y a donc une dissonance cognitive. Comment dit-on dissonance cognitive? Une dissonance cognitive. Donc oui, c'est exactement ce que vous expliquez. Nous n'avons pas la puissance militaire pour soutenir notre mentalité et notre volonté impérialiste, simplement pour étendre notre influence. Pour moi, c'est aussi une réaction à ce que j'appelle le basculement mondial du pouvoir au cours des 15 dernières années dans les relations internationales. Ce qui signifie que d'autres grandes puissances et modèles politiques et culturels émergent pas comme un détail, mais comme quelque chose qui se trouve juste devant nous. Et le seul mode que nous avons, c'est de vouloir les défier, les vaincre, les battre et les effacer. Ce qui est puéril. C'est complètement puéril. Ce n'est pas la façon de faire les choses. Mais je dois aussi dire que le niveau de compétence de nos politiciens, même de nos analystes et intellectuels aujourd'hui en France, je ne parle même pas des médias bien sûr, est terriblement bas. Parce que l'idéologie a pris toute la place. Il n'est plus nécessaire de réfléchir. Il suffit simplement de défendre la bonne position du bon côté de l'histoire. Mais en même temps, on constate toujours un besoin et une soif intellectuelle d'analyse pertinente. Je veux dire, votre compatriote Emmanuel Todd en est un bon exemple. Il écrit des livres très clairs et ils se vendent à des millions d'exemplaires, non? Donc les gens veulent les lire. Les gens comprennent que nous sommes dans une situation très difficile. Mais vous savez, les gens, pas les élites. Les gens. Oui, pas les élites. Les gens. Donc d'une certaine manière, on sait qu'au niveau du terrain, beaucoup de gens comprennent réellement qu'il y a ces problèmes. Mais le système est encore tel que l'assaut continue sans relâche. Mais peut-on déjà commencer à se préparer? Vous savez, une fois que cela s'arrêtera? Ou que pensez-vous que nous puissions faire pour atténuer la douleur une fois que, vous savez, une fois que le vin sera parti et que le lendemain matin arrivera? Eh bien, c'est agréable. Que pourrions-nous faire? Oui, il y a certainement un divorce. En France, c'est évident. En France, entre les gens ordinaires, et c'est aussi pourquoi je peux moi-même, même si je suis complètement sous le radar, je ne cherche rien, et pourtant j'ai une sorte d'écho, une sorte de popularité, une sorte de... Les gens écoutent ce que je dis parce que je dis la vérité. Et le besoin de vérité, le besoin d'honnêteté est énorme. Et le fossé entre ces élites et le peuple, à tous les niveaux, s'élargit. Alors, que faire maintenant? Probablement rester soudés, aussi au-delà des frontières. Donc, par exemple, j'adorerais interviewer ou parler ou être sur la même scène que vous, que Jeffrey Sachs, que Mishima, que Glendiz. Nous devrions mettre beaucoup d'énergie. C'est aussi quelque chose que je me dis à moi-même parce que je ne le fais pas assez, à être en contact, à publier, à émerger. Il y a bien sûr un plafond et il y a un problème médiatique, parce qu'avant 2022, j'étais invitée sur tous les médias en France, public, privé, de gauche, de droite, tout le monde, sur différents sujets, sur la Syrie, même sur la Russie. Mais depuis 3 ans et demi, ils ne veulent pas entendre ce que j'ai à dire. Et je ne dis pas, vous savez, que je suis pour la Russie. C'est pas le cas. Ils ne veulent pas entendre la vérité. La réalité n'est pas un bon produit à vendre. Non. On vend de l'illusion, on vend des mensonges, on vend des fantasmes, on vend tout sauf la vérité. Mais la vérité. Donc oui, nous devrions nous unir. Oui, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, le problème, c'est... Et je pense vraiment qu'on doit considérer l'Europe comme ivre morte, ivre de son propre pouvoir, de son propre passé. Mais elle est complètement, totalement déjà. Je veux dire, ça va faire très mal. Donc la meilleure chose que nous puissions faire, c'est préparer l'aspirine et les pansements. Mais cette ivresse ne va pas disparaître. Je veux dire,
Du moins pour l'instant. Nous sommes pris dans un état de délire. Et ça va faire mal. Et ça fait déjà mal. L'Ukraine en est un exemple de combien ça peut faire mal si on se perd soi-même. Et je ne blâme même pas les Ukrainiens. Je blâme les Euro-Américains qui ont provoqué cela. Il y avait aussi des outils. Le peuple ukrainien est complètement utilisé par ses dirigeants, par ses politiciens et bien sûr par nous. Bien sûr par tout l'Occident. Ce qui est incroyable, c'est que beaucoup de ces choses se passent au grand jour, y compris, bien sûr, Joe Biden, qui se vante d'avoir fait limoger le procureur en chef en Ukraine. Ce n'est même pas vraiment caché. Bien sûr, il y a des choses que nous ignorons. Les opérations de la CIA, dont nous n'apprenons l'existence que bien plus tard. Les tireurs de Maïdan, dont nous ne découvrons l'identité que grâce aux recherches d'Ivan Kachanovski et d'autres. Mais certaines choses se passent ouvertement. Et c'est fascinant de constater que nous ne parvenons toujours pas à faire le lien, du moins dans le débat public et dans les médias grand public. C'est donc aussi un point sur lequel il faudrait travailler, je suppose. Parce qu'on suppose que les médias publics sont indépendants et se bercent d'illusions. D'accord, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Eux aussi sont des relais, ils font partie du système. Oui. Oui, ils ne font que travailler pour le système. Donc c'est pas comme s'ils avaient su, ils auraient dit autre chose ou fait quelque chose. Non, non, non. Ils savent, bien sûr, ils se mentent un peu à eux-mêmes aussi, mais ils ne veulent rien changer. Vous savez, ils commencent par m'inviter 5 minutes et puis, oh, oh, là, 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 Galacteros sur scène. Oh, mon Dieu. Et cela va de pair avec la perte de la capacité à tenir ces discussions, n'est-ce pas? À réellement enquêter, parce qu'en ce moment en Europe, on en est au point où, si vous n'êtes pas d'accord avec le récit dominant, on vous insulte, apologiste de Poutine, amoureux de la Russie, et ce genre de choses. Vraiment, des choses très puériles. Mais c'est encore un symptôme de cet état d'ivresse. Sinon, on aurait la discussion. Exactement. Mais c'est un gros problème. Cela peut aussi être un peu dangereux et certainement très décevant. Donc oui, la seule façon de lutter contre ce sentiment est bien sûr de s'unir, de s'entraider, parce que sinon, oui, on est très seul, même si on a raison. Si personne ne veut vous écouter, si personne ne veut vous donner la parole, alors on se sent de plus en plus seul. Et à la fin, et c'est le but, parce qu'ils sont une grande équipe de l'autre côté, à la fin, on disparaît simplement. Oui, mais en même temps, ils n'ont que beaucoup d'argent. La grande équipe est en réalité de ce côté-ci. J'en suis toujours convaincu. La plupart des gens veulent la paix. Ils veulent la paix. C'est assez simple. Et puis certaines personnes peuvent être convaincues que la guerre, c'est la paix. Mais au final, ils veulent quand même la paix. Oui, exactement. Mais le problème, c'est aussi, tu sais que je pense que toi, moi et d'autres, nous convainquons beaucoup de gens, mais des gens qui veulent savoir, qui veulent comprendre, qui veulent prendre le temps. Ce sont des gens très simples qui comprennent qu'il y a un décalage, une dissonance entre la réalité et ce qu'on leur enseigne. Et donc, ils font l'effort d'aller sur YouTube, de suivre certaines émissions, de comprendre les choses différemment. Mais le problème, c'est d'atteindre les grandes masses, les gens qui, chaque soir en France, à 20h, regardent LCI et qui entendent juste 1 heure de mensonges. Pas seulement sur l'Ukraine, je dois le dire. Et une chose, c'est qu'en Europe, dans la plupart des pays européens, encore plus qu'aux États-Unis et plus qu'ailleurs dans le monde, le pouvoir du journal télévisé du soir est écrasant. Ces émissions touchent des millions,
voire des dizaines de millions de personnes. Et cette mise en récit constitue en fait la référence standard pour la façon dont les gens perçoivent ce qui se passe. Exactly. And they want to be Oui, oui, reassured. oui, And, exactement. the right side is Et ils veulent être rassurés, et bien sûr être du bon côté et rassurant, sinon on est simplement considéré comme un affreux apologiste de Poutine. Je ne sais pas. Donc c'est très compliqué. Même lors d'un dîner parisien avec des personnes de haut niveau, je dirais des personnes sociales, intellectuelles, de haut niveau, si vous commencez à expliquer quelque chose, ils ne veulent pas d'explication. Ils veulent rester dans leur certitude, dans leurs croyances. They want to stay in their certitude, in their beliefs. Mais, vous savez, je me pose toujours cette question. Il doit être évident pour quiconque travaille dans ce domaine ou y réfléchit que personne ne part en guerre en se disant « j'ai probablement tort ». Personne ne fait ça, n'est-ce pas? Tout le monde part en guerre en pensant « j'ai raison », non? Donc la question est toujours « comment vérifier que nous avons raison ?» Et surtout pour les Européens. Je veux dire, les Allemands sont un exemple évident, n'est-ce pas? Mais aussi les Français, avec, vous savez, la guerre d'Algérie, les guerres coloniales, et ainsi de suite. Il devrait y avoir tellement d'exemples historiques, où aussi en France, il est clair que parfois, nous pensions être du bon côté. Mais il s'avère que, oups, nous ne l'étions pas. Nous faisions partie d'un régime très répressif, anti-droit de l'homme, horrible, responsable de centaines de milliers ou de millions de morts. Mais pourquoi cela ne se traduit-il pas par une mentalité actuelle de remise en question? Oui, eh bien oui. C'est un grand exemple de ce que vous dites. Oui, nous pensons soutenir le bon camp, en soutenant ceux qui font tous les meurtres, tous les bombardements et la destruction d'un peuple entier. Oui, c'est vrai. Incredible. It's in front of our eyes. Incroyable. C'est sous nos yeux toute la journée. Et pourtant, nous ne sommes toujours pas capables de nous arrêter une minute pour faire un plus un. C'est tellement évident ce qui se passe. Tellement évident. It's so obvious what is going on. So obvious. Oui, But no, it's not possible because we have all these. Mais non, c'est pas possible parce que nous avons tous ces filtres idéologiques et la morale, la soi-disant morale, parce que c'est ça, justement. C'est ça aussi, tu sais. Le blanc et noir, le bien et mal. C'est tout l'inverse. C'est vraiment le contraire. Tu regardes des mensonges et tu penses que c'est la vérité. Donc les gens sont aussi, et je suis sûre que c'est tout à fait intentionnel, complètement désorientés. It's quite on purpose. They are completely disorientated. oui, You know? Because in the end, it's Non, parce qu'au final, c'est trop terrible. Ce que nous voyons actuellement au Moyen-Orient, ce qui se passe, je veux dire, en Palestine, c'est tellement terrible. Et pourtant, tous les puissants ont une idée, une analyse de la situation qui conduit à l'impunité. Donc pour les gens, au final, c'est comme « D'accord, ça ne peut pas être faux. Je dois avoir tort. » It cannot be wrong. I must be wrong. I must be. je dois être... C'est trop compliqué. Je ne comprends pas. C'est tellement compliqué, je n'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est ça. Too complicated and too impossible. C'est compliqué et impossible. C'est tellement horrible. L'idée, c'est que si c'était vraiment ce que je pense ou ce que je vois, toutes ces personnes ne pourraient pas simplement rester là, silencieuses, et dire « Oh, s'il vous plaît, continuez, faites ce que vous avez à faire, c'est pour le mieux. » Please go on, do what you have to do. It's good, it's for the best. C'est vrai. Toute cette situation laisse les gens... Je veux dire, il y a une certaine incrédulité. Ce n'est pas possible que ce soit ainsi, mais cela fait partie de la manière de vendre la guerre et la destruction. Caroline, c'était très intéressant et je suis très heureux qu'il y ait de bons analystes en France et ailleurs. Donc pour les personnes qui souhaitent regarder davantage votre émission, elles peuvent aller sur YouTube où vous publiez principalement en français.
Y a-t-il un autre endroit où vous publiez régulièrement, où les gens peuvent vous trouver? Is there another place where you publish regularly where people can find you? Oui, oui, diriger un groupe de réflexion à Pragma. Which is called Geopragma. Geopragma. So it's also, yeah, and but you know, even Donc oui. for my YouTube channel, Et so vous savez, même pour ma chaîne YouTube So Peace and War, toutes mes émissions, quand j'invite des gens ou quand je parle chaque mercredi et chaque vendredi pour les membres spéciaux, vous pouvez les faire traduire. Il y a des traductions en allemand, anglais, italien, 5 ou 6 langues. Donc c'est plus facile même pour ceux qui ne parlent pas français de suivre. Alors, s'il vous plaît, venez, venez, venez. to follow. So please come. I will put the links. Je mettrai les liens vers votre groupe de réflexion ainsi que vers votre chaîne YouTube dans la description de cette vidéo ci-dessous. Et Caroline Galacteros, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Thank you. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était agréable. Merci. Très intéressant. Interesting.